procédures. D'accord? Alors, dans le bloc, quand vous avez l'entrée d'un bloc, dès que vous avez le mot-clé begin, vous associez une tête de pile qui contiendra donc l'adresse du sommet de pile lorsque le bloc sera exécuté. Et le bloc, la tête de pile, elle va pointer, cette tête de pile, elle va pointer vers tout ce qui est réservé dynamiquement dans le cadre de ce bloc. Donc, tête de pile va pointer vers les éléments dynamiques du bloc. S'il n'y en a pas, cette tête de pile va pointer vers la même tête de pile du bloc dans lequel vous étiez avant l'appel de ce bloc. Voilà. Et puis, vous réservez de l'espace aux variables locales du bloc, bien sûr, et puis aux variables de travail nécessaires au bloc. Par exemple, vous avez une instruction x égale x multiplié par y, x égale x multiplié par y. En analyse lexicale, vous avez inséré x, vous avez inséré y, vous avez dit que en syntaxe psychosémantique, vous avez rajouté les types, mais quand vous avez fait les quadruplés, quand vous avez x égale x multiplié par y, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, si c'est les quadruplés, vous faites la multiplication de x par y et vous rangez le résultat dans T1 et T1 va être ajouté à x. Donc, c'est ce qu'on appelle les variables de travail. Ce sont des mémoires de travail, des temporaires que l'on a rajoutés au cours de la traduction sous forme de quadruplé. Ça, c'est dans la sémantique. Mais c'est des variables qui vont exister, elles vont faire partie intégrante du programme que vous avez écrit au démarrage, le programme X que vous voulez compiler. Donc, ces variables-là, elles vont être insérées dans l'ATS, même si elles n'existaient pas au début dans le programme. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Très bien. OK. OK. Alors. Ah. Il ne veut pas aller plus bas. Je ne sais pas comment faire. Il ne veut pas aller plus bas. Attendez, je le stoppe. Je fais. Pardon? Et j'arrive pas, le curseur n'arrive pas, j'arrive pas à faire bouger le curseur. Il s'est arrêté là. C'est vrai que j'ai ma souris qui ne marche pas très bien, mais ce n'est pas une raison. Aïe. Il veut pas descendre. Je suis en train d'utiliser la souris. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de présenter le programme. Je sors et je re-rentre pour présenter le cours. OK? Alors. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Très bien. Oui, madame. D'accord, très bien. OK. Alors, donc, j'avais expliqué le programme principal. Le programme principal, il a une tête de pile. La procédure, elle a une tête de pile. Le bloc, il a une tête de pile. La procédure, le programme principal, le bloc ont des données locales et ont des données à structure dynamique. Donc, vous avez dans le display, vous avez deux parties dans le display du programme. Vous avez la partie statique et la partie dynamique. La partie statique, la partie dynamique, ce sont les variables, c'est-à-dire que pour lesquelles vous ne changez pas d'adresse mémoire, alors que
de réservation de place mémoire, alors que les structures dynamiques, quand vous sortez du programme, tout est effacé. Donc, si vous rappelez, par exemple, la procédure avec un paramètre qui change de valeur pendant l'exécution, vous êtes obligé de re-réserver encore de l'espace parce que dès que vous sortez de la partie de programme, tout est effacé. C'est comme si ça n'a jamais existé. Alors, je continue. Donc, ce que vous avez, c'est qu'une procédure. Vous ne voyez pas le cours, je suppose. Hein? D'accord, je vais partager. Alors, voilà pourquoi je n'aime pas le en ligne. Voilà. J'espère que le curseur ne va pas se bloquer. C'est bon, ça a l'air de marcher. Alors, ça marche, oui. Très bien. Et tout à l'heure, il s'est bloqué, je n'ai pas compris pourquoi. Alors, regardez, donc, une procédure peut définir une autre. Ça, c'est pas sorcier. Ça, c'est pas sorcier, vous connaissez. Des procédures peuvent s'imbriquer, elles peuvent s'appeler, etc. Alors, voilà le schéma que j'ai donné hier. Vous avez une imbrication de ce genre. Alors, vous commencez, vous numérotez 0 le programme principal et c'est un ordre croissant d'imbrication. Donc, le programme principal, c'est 0, ensuite c'est 1. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la procédure I plus 1, par exemple, si c'est celle-là qui est en cours d'exécution. Alors, une procédure de niveau I, elle peut accéder aux variables déclarées dans les procédures de niveau inférieur, c'est-à-dire des procédures englobantes. Englobantes, c'est-à-dire, rappelez-vous le schéma d'hier. Le schéma d'hier, c'est ça. Alors, c'est quoi un display? J'ai la procédure I qui est en train de s'exécuter, sachant qu'il y a d'autres procédures englobantes. Donc, l'exécution a été lancée, mais l'exécution n'est pas terminée. Donc, j'ai appelé, c'est-à-dire les premières exécutions des premières procédures n'ont pas été terminées, mais j'appelle l'exécution de la procédure I. Donc, qu'est-ce que vous dans le display de la procédure I, puisque les procédures ont été lancées sur le plan exécution, mais elles n'ont pas terminé, qu'est-ce que vous faites? Parce que l'espace mémoire n'est libéré que quand vous sortez de la procédure. Ce n'est pas le cas. Donc, vous empilez l'adresse de la zone de données du programme principal, vous empilez les adresses des zones de données de toutes les procédures qui sont englobantes à la procédure I, c'est-à-dire toutes les procédures dont l'exécution a été lancée, mais non pas terminée. Donc, voilà le display. En fait, il y a deux notations. Soit, on appelle tout ça la pile de données. Tout ça, c'est la pile de données. Ça, on l'appelle display. Mais par abus de langage, j'appelle le tout, même la pile de données, je l'appelle display. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux écritures. Soit, vous prenez une pile dans laquelle vous empilez les adresses des zones de données des procédures qui ont appelé la procédure I, ou alors, et puis vous prenez une deuxième pile dans laquelle vous mettez les données de la procédure I, les données, donc deux piles. Nous, dans notre cours, on assimile tout ça à une seule. Au lieu de prendre deux piles de données, on prend une seule dans laquelle on met et le display et les données de la procédure qui est en cours d'exécution, c'est-à-dire la procédure I. Ça va? Vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça va? Oui. Très bien. Alors, on a dit une procédure de niveau I, elle peut accéder aux variables déclarées dans les procédures de niveau inférieur. Comment? C'est en accédant à l'adresse de la zone de données de la procédure qui a englobé la procédure I. D'accord? Puisqu'il y a tout ça, dans le display. Donc, j'ai besoin d'une variable de la procédure 2. J'accède à la zone de données de la procédure 2
et je tire l'information qui m'intéresse. Voilà. Alors, deux procédures déclarées dans un même bloc et qui ne sont pas de même niveau peuvent s'appeler. C'est-à-dire, je déclare, euh, par exemple, attendez, regardez, j'ai l'exemple tout de suite. Voilà. Par exemple, j'ai C. C, c'est la grande procédure, l'englobante. À l'intérieur, je définis deux procédures. A peut appeler B, B peut appeler A, mais, A ne peut pas accéder aux variables de B et B ne peut pas accéder aux variables de A. Qui c'est qui peut me dire pourquoi? Si vous avez compris ce que je viens de dire, vous serez capable de me répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi A ne peut pas accéder aux variables de B et inversement? Pourquoi? Pourquoi? Voilà, des procédures englobantes. D'accord? Regardez. Le display de A, c'est quoi? C'est quoi le display de A? C'est l'adresse de la zone de données de C et l'adresse de la zone de données de A. Il n'y a pas l'adresse de la zone de données de B. Donc, elle ne peut pas accéder. Et la même chose pour B. Pour B, qu'est-ce que j'ai dans le display de B? J'ai uniquement l'adresse de la zone de données de C et l'adresse de la zone de données de B. C'est bon? C'est bon? Très bien. Si vous avez compris ça, c'est parfait. Maintenant, alors, la zone dynamique. La zone dynamique, en fait, notre zone de données, la zone de données d'un programme, j'ai dit au cours d'hier qu'elle était formée de deux parties. La partie statique et la partie dynamique. La partie statique, c'est tout ce que j'ai expliqué hier, c'est-à-dire le display, la tête de pile de la procédure, les paramètres effectifs, les paramètres implicites, les paramètres effectifs et les variables locales et les temporaires. D'accord? La partie dynamique, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient toutes les données qu'il faut allouer dynamiquement au programme. Et ces données sont allouées à partir du premier mot libre de la zone statique. C'est-à-dire la zone statique, on lui a alloué de l'espace, là. La zone statique, elle est là, c'est celle-là. Il faut rajouter les têtes de pile, les paramètres implicites et les paramètres effectifs et les variables locales et les temporaires. Ensuite, c'est à partir de là, tout ce qui est libre, la pile, elle est constituée de deux parties. Une partie ici, une partie tête de pile qui contiendra toutes les données, l'allocation des données à structure dynamique. En fait, c'est pour ça que le compilateur est très important. Qu'est-ce qu'il fait le compilateur? Quand vous construisez le compilateur, il faudra programmer, quand vous avez une procédure, il faudra tenir compte du niveau de la procédure. Si vous commencez à 0 ici, 0, 1, 2, etc., jusqu'à I. Donc, dans la TS, quand vous déclarez, quand vous mettez le nom de la procédure, en analyse lexicale, vous ne saviez pas ce que c'était juste un identificateur. Mais en analyse sémantique, il faudra compléter la TS en disant que finalement, c'était une procédure, elle a un niveau. Et le niveau, comment il est calculé? Il est calculé en fonction des procédures qui sont des niveaux des procédures qui sont englobantes à la procédure qui est en cours d'exécution. Donc, tout ça, c'est du code qui appartient au compilateur. C'est comme le if. Vous traduisez la procédure quand vous traduisez le if, quand vous traduisez le while, le case, une déclaration de procédure, tout ça doit être traduit. Donc, le mot-clé procédure n'est pas facile. Il y a tout un code
qui doit être rentré dans votre programme à compiler. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça va? Ça Oui, va? madame. Très bien. OK. Alors, maintenant, alors là, j'arrive à l'exemple. Ce qui m'embête, donc j'arrive à l'exemple, je le traite. Ou alors, je termine, ensuite je reviens à l'exemple. Je termine. En fait, attendez. En fait, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ferez en TD la prochaine fois? Qu'est-ce que vous ferez en TD? C'est pour voir. Deuxième exercice de la série 3. Qui dit quoi? Qui dit quoi? Qui dit quoi? C'est matrice creuse. Matrice creuse. Non, les piles, madame. Ah, les piles. Aïe, 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 aïe. Donc, je suis obligée de... Et il va vite. Il va trop vite. Hein? Ah, les piles, c'est ça. Je suis obligée de faire le cours. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a dans le troisième exercice? Des piles encore. Oui, madame. Je suis obligée de faire l'exercice maintenant. D'accord? Ça m'embête. Hein. Alors, regardez. Regardez un exemple. Vous avez une procédure. C'est une déclaration de procédure. La procédure, le nom de la procédure est précédé du mot-clé procédure. Et puis, il y a le nom de la procédure, c'est A. X, Y sont des paramètres formels. Vous avez, dans la procédure, vous avez plusieurs blocs. Vous avez le premier bloc, c'est l'étiquette L1. Vous avez le deuxième bloc, il démarre l'étiquette L2. Le troisième bloc, c'est L5. Le quatrième, c'est L6. Et puis, vous avez les end de bloc. Et puis, end de la procédure. On vous dit, l'exercice, il dit, donner les états de pile aux différentes étiquettes. On doit, excusez-moi, est-ce que vous avez compris comment vous traitez les matrices creuses? Hein? La relation de récurrence. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit en cours? Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit en cours? L'astuce. Oui? Oui, il faut prendre une petite matrice, d'accord? Une petite, tu vois, Boussemna, tu n'as pas besoin de faire l'interro. Tu as déjà tes points, ok? Donc, qu'est-ce que vous faites pour les matrices creuses? Parce que c'est difficile. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des petites matrices et vous essayez de chercher la relation qui existe entre l'indice ligne et l'indice colonne. D'accord? Et quand vous avez une petite matrice, vous sortez la formule de récurrence. Après, vous voyez que c'est une récurrence à démontrer. Donc, vous vérifiez que ça marche pour quel que soit le n ou le m qui sont les dimensions de la matrice. Ça va? Oui? Donc, c'est un entraînement. D'accord? C'est un entraînement. Oui ou non? Ça va? Oui, madame. D'accord. Non, là c'est la partie la plus dure. Hein. Là, c'est facile. Hein. Là, c'est facile. Donc, vous avez un exemple. Donc, vous avez autant de begin que de end, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, on vous met des étiquettes. En fait, ce sont des étiquettes fictives. Elles n'existent pas dans le programme. Ce sont des étiquettes qui nous aident, à localiser les points d'exécution, c'est-à-dire où est-ce qu'on est. Quand on est à L1, ça veut dire qu'on est rentré dans la procédure A. Quand on est à L2, ça veut dire qu'on est toujours dans la procédure A, mais qu'on est rentré dans le bloc 1. Le bloc 1. Et L2, ça veut dire qu'on est juste au début du bloc 2. D'accord? À L3, ça veut dire qu'on est rentré encore dans le bloc numéro 1, N2, bloc numéro 2.
etc. Donc, on vous donne des étiquettes pour repérer l'état de la pile, mais pendant l'exécution, pas à n'importe quel moment, mais pendant l'exécution. Alors, je vous donne l'idée. Là, vous êtes en train d'exécuter la procédure A. Vous êtes en train d'exécuter la procédure A. Qu'est-ce que vous avez dans le display de A? Qu'est-ce que vous avez dans la zone de données de A? À L1, qu'est-ce que vous avez? Et voilà. C'est-à-dire, on est sûr qu'on est dans un programme, on est sûr qu'on est dans un programme principal. Donc, il y a l'adresse de la zone de données. J'ai le corrigé de l'exercice, mais je ne peux pas en même temps vous montrer le corrigé, vous expliquer, et en même temps l'exercice. Donc, je vous explique l'exercice, après, je vous envoie le corrigé, comme ça, vous allez comparer ce que je vous ai dit avec le corrigé. D'accord? OK? Ça va? D'accord. Alors, donc, au mot-clé procédure, il va correspondre une adresse de la zone de données du programme principal. Cette procédure, elle n'est pas tombée du ciel, elle existe dans un programme principal. Ensuite, au mot-clé procédure, vous allez associer une zone de données de la procédure A. Donc, vous empilez aussi la zone de données, l'adresse, qui est elle-même, hein, cette pile que je suis en train de construire, en fait, c'est en même temps la pile, mais en même temps, j'empile l'adresse de cette pile. Donc, je l'ai deux fois. Je l'ai dans le registre Active Area, je l'ai dans Active Area et je l'ai aussi à l'intérieur de la pile, à l'intérieur du display. Ensuite, j'ai dit au mot-clé procédure, vous allez associer la tête de pile de la procédure. Une procédure, elle a une tête de pile. Un bloc, il a une tête de pile. D'accord? Donc, vous associez la tête de pile de la procédure A. Et puis, ça, c'est à L1. Et puis, vous avez les paramètres, comme c'est une procédure, vous avez les paramètres implicites de la procédure et vous avez les paramètres effectifs de la procédure. Quand est-ce que vous avez TD? Vous avez TD avant le cours ou après le cours? Avant le cours. Vous savez ce que je vais faire? Non, je vais continuer le bout de cours. Je vais dire à l'enseignant, M. Himran, de vous donner un deuxième exercice, d'accord? Un deuxième exercice, comme ça me laissera le temps de vous expliquer. J'ai envie d'écrire. Et comme c'est du PDF, je ne peux pas écrire dessus. Donc, j'ai envie d'écrire, de vous donner la solution, c'est-à-dire d'écrire en même temps. Mais ce n'est pas grave. Hein. Donc, quand vous rentrez dans ce bloc, avant ce bloc, vous allez écrire, vous dites qu'on est toujours dans la procédure A, mais pas dans le bloc A, Mazel. Vous êtes dans la procédure. Mazel. Donc, vous avez uniquement ce qui concerne la procédure. Par contre, à L2, vous êtes rentré. À L2, vous êtes rentré dans le bloc Begin et puis vous êtes avant ce bloc. D'accord? Donc, vous avez une tête de pile de ce bloc. En fait, vous avez une tête de pile qui est associée au mot-clé procédure et une tête de pile qui est associée au mot-clé begin. Begin. Alors, au début, ils vont tous pointer. Les deux têtes de pile vont pointer parce qu'il n'y a pas de structure dynamique ici. Donc, ils vont pointer vers le dernier mot libre de la zone statique, ou alors c'est le premier mot libre de la zone dynamique. Le dernier mot libre de la zone statique, ça veut dire que c'est le premier mot libre de la zone dynamique. Mais quand vous êtes à l'intérieur à L2, vous remarquez que vous avez un tableau B avec des paramètres X, Y inconnus. Donc, ça veut dire que vous avez une structure dynamique pour laquelle il faudra réserver de l'espace mémoire. Bon, je vais reprendre l'exemple. Je ne suis pas contente parce qu'il faut que je donne
Je vous explique au tableau la solution aussi, d'accord? Donc, je vais vous envoyer la solution et je vais reprendre ça en cours, mais quand? Parce que vous me dites, on ne fera peut-être pas cours le lundi 9, c'est ça? On ne fera pas, hein? Ou alors ça sera en ligne. Les étudiants, ils m'ont dit, l'Aïd, on va partir. L'administration n'a rien dit encore, hein? L'administration n'a rien dit encore, hein? Donc je vous le dirai, hein? Je vous dirai. Par contre, je continue un petit peu le cours. Donc en clair, je vous ai donné un exercice. Je vais vous envoyer tout à l'heure le corrigé de l'exercice et on se reverra pour le corrigé de l'exercice. Il faut que ça soit moi qui l'explique en cours, d'accord? Soit en ligne, soit en présentiel. Mais il faut que j'explique, d'accord? Alors, maintenant, la zone de données d'un programme principal. C'est pareil, hein? Un programme principal, c'est le programme principal qui est appelé la procédure A. Un programme principal, il a aussi une tête pile. Regardez, il a une tête de pile. Il a une zone pour ses variables aussi, pour ses vecteurs de renseignement, ses temporaires, etc. Et pour chaque bloc, donc en clair, vous avez 3 espaces à réserver. 3. Pour un programme principal, vous mettez l'adresse de la zone de données du programme principal, s'il appelle une procédure. Vous avez la tête de pile de la procédure et vous avez aussi les variables du programme principal et les structures dynamiques du programme principal. Ça peut exister. Par exemple, ici, ce n'est pas le cas. Ici, programme principal, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on ne met rien. Par contre, ici, la procédure, regardez le bloc. Le bloc, qu'est-ce qu'il a? Il a un vecteur B. Il a un vecteur qui s'appelle B et il est dynamique. Donc, ça veut dire qu'il faudra réserver de l'espace pour ce tableau B. D'accord? Donc, il faut faire attention, localiser les structures dynamiques. Par exemple, regardez, le bloc numéro 3. Le bloc numéro 3, il a un tableau qui s'appelle C. Donc, quand vous sortez de ce bloc, il y a un. Ça veut dire vous allez rentrer dans ce bloc, ça veut dire vous libérez l'espace réservé à ce bloc. Est-ce que vous avez compris? Très bien, mais moi je préfère le faire sur l'exemple, hein. Donc je reprendrai l'exemple sûrement. Alors, je vais voir avec M. Himran comment faire pour traiter l'exercice. Alors, maintenant, la zone de données, donc le programme principal, je viens d'en parler. Comment vous calculez l'adresse d'une variable? Il y a 3 cas. Il y a 3 cas de calcul d'adresse de variable. Regardez, si c'est cette procédure qui est en cours d'activation, la procédure A, si elle est en cours d'activation, ça veut dire que si vous voulez calculer l'adresse d'une variable qui appartient à la procédure A, il faut accéder à la zone de données de la procédure A, récupérer l'adresse de la zone de données comme ça. C'est-à-dire, je vais accéder carrément à cette zone, pardon, par exemple, à cette zone, voilà, c'est le display de A. Je vais accéder à cette zone qui est elle-même, hein. C'est celle-là. Le display de A, c'est ça. Le display de B, c'est ça. Mais j'ai dit que vous sauvegardez doublement. Vous sauvegardez cette adresse. Dans un registre et vous l'empilez en même temps. C'est une donnée de la pile. Donc, quand vous cherchez l'adresse d'une procédure qui est en cours d'exécution, qu'est-ce que vous faites? Vous accédez à la zone de données de la procédure et puis vous cherchez, parce qu'une variable, elle a une portée. La variable, elle a une portée. On sait que la variable S, elle appartient à la procédure A au bloc 1. Donc, dans la TS, devant la variable S, on mettra l'adresse de la zone de données, c'est-à-dire le niveau. Donc, vous allez accéder à ce niveau, à cette zone de données, et vous récupérez
l'adresse absolue de cette variable. En fait, l'adresse absolue, c'est l'adresse exacte de la variable. C'est par rapport, regardez, pour calculer l'adresse absolue d'une variable, on utilise une zone mémoire appelée ActiveArea. C'est ça. ActiveArea, c'est ce registre. Il est là. Il est là. Il est là. Et en même temps, il est à l'intérieur. Je l'ai empilé. Donc, ActiveArea, si vous vous rappelez, va me donner l'adresse réelle, la bonne adresse de la procédure qui est en cours d'exécution. D'accord? Et comment je saurai qu'il faut sortir de la procédure? Quand j'arriverai à la fin de la procédure, il faut décrémenter ce ActiveArea. Est-ce que vous suivez? C'est bon? Donc, j'ai trois façons de calculer l'adresse. Alors, pour calculer les adresses absolues des variables, on utilise une zone mémoire appelée ActiveArea qui pointe vers le début de la zone de données active. C'est ce que je vous ai montré. Ensuite, en fait, elle est appelée aussi dispactive. Je l'ai dit en cours. Il identifie le display actif et la zone de données associée à la procédure active. En fait, qu'est-ce qu'on appelle par procédure active? C'est la procédure qui est en cours d'exécution. Elle est en cours. C'est-à-dire, même si il y a d'autres qui l'ont appelée, elles sont toujours en cours d'activation, en cours d'exécution, pardon, mais elles ne sont pas actives. On n'a pas terminé l'exécution, mais le problème, c'est qu'elles ont appelé la procédure A. Donc, ça veut dire leur exécution, c'est arrêté. C'est arrêté en attendant les résultats de la procédure A. Vous me suivez? Ça va? Ça va? Oui, madame. Très bien, parfait. Alors, maintenant, le deuxième cas, une variable qui appartient à une autre procédure, mais cette procédure n'est pas active. Par exemple, regardez, la variable, elle appartient à C. C, dans ce cas, n'est pas active. D'accord? Si vous arrivez à accéder au display de A, ça veut dire que C n'est pas active. Elle est en exécution, mais son exécution n'est pas terminée, mais elle n'est pas en cours d'activation. Comment chercher l'adresse de la variable C? C'est pareil. Vous localisez le niveau de la procédure, le niveau, pardon, de la variable. Vous saurez qu'elle appartient à la procédure C. Donc, vous allez dans ce display, vous allez trouver que finalement, c'est le premier niveau. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on a empilé? En fait, on a empilé des adresses de zone de données. Donc, vous partez dans cette adresse de zone de données, la zone de données de la procédure C. Donc, vous partez carrément, vous sortez, vous allez dans la zone de données de C à travers son adresse et vous récupérez l'adresse de la variable qui appartient à la procédure C. D'accord? Vous me suivez? Donc, on a traité deux cas. On a traité le cas de la variable qui appartient à la procédure qui est en cours d'exécution. On vient de traiter le cas de la variable qui appartient à une procédure qui est en cours d'exécution, mais pas en activation. Elle est en arrêt, elle n'est pas active. Voilà, le troisième cas, quand c'est des variables qui appartiennent au programme principal, c'est pareil. C'est pareil, vous accédez à ActiveArea et puis vous cherchez la variable dans sa zone de données. Bien sûr, la variable dans sa zone de données, ça sera un déplacement de la variable par rapport au début de la zone. Par exemple, ici, vous voulez accéder à la variable de C, vous partez vers le display de C, vous rentrez dans le display de C. Le display de C, il a une adresse de début. La variable C, petit c, par exemple, elle appartient à la procédure C. Donc, il faut accéder à la procédure C et chercher la variable C. Donc, c'est un déplacement c'est carrément un déplacement par rapport au début de la zone
de données. D'accord? C'est le même calcul partout. Ça va? Vous me suivez? Hein? Oui, madame. Très bien. Ils ont mal fait les étudiants qui ne sont pas venus. Hein? Alors, c'est long, hein, Mazel? Alors, ça va? Vous n'êtes pas fatigué? Vous me dites quand vous voulez que j'arrête. Bon, d'accord, très bien. Alors, traitement des procédures. Une procédure, vous faites référence à une procédure par deux manières différentes. C'est soit lors de sa déclaration, par le mot-clé procédure, ou alors par l'appel, en faisant référence au nom de la procédure. Donc, notre procédure, elle s'appelle ID. Et puis, la fin de la procédure, j'ai pris comme exemple un AND. D'accord? Vous pouvez avoir une accolade, vous pouvez avoir un stop, vous pouvez avoir un return. D'accord? Donc, ça dépend des langages de programmation. Alors, la déclaration de la procédure. Là, c'est carrément du code. D'accord? C'est du code il va faire partie de votre compilateur. Hein? Il va faire partie de votre compilateur. C'est comme le if. Le if, vous avez traduit le if. Le while, vous l'avez traduit. Une déclaration de variable, vous l'avez traduite. La même chose. Vous traduisez une déclaration de procédure. Comment? Comment vous la traduisez? Vous empilez dans la pile des données, c'est-à-dire vous créez le display de la procédure. Qu'est-ce que vous faites? Vous empilez dans cette pile le display de la procédure. Pourquoi? Parce que la procédure, elle a été appelée, elle a été déclarée dans le programme principal. Le programme principal, il a déclaré dans la procédure A et la procédure A a déclaré encore la procédure B. Donc, la procédure B, elle aura dans son display l'adresse de la zone de données de programme principal, l'adresse de la zone de données de la procédure A et l'adresse de la zone de données de la procédure B. Donc, ça sera au troisième niveau. Ensuite, vous empilez les paramètres implicites. Où est-ce que vous avez déclaré cette variable? Où est-ce que vous allez faire une déconnexion après pour l'appeler? Donc, tout ça, c'est les paramètres implicites. Le début de la procédure et la fin de la procédure. Et vous empilez dans cette pile des données les paramètres formels. Là, c'est des paramètres formels. Mais après, il faut faire la passation. Donc, ça sera des paramètres effectifs. D'accord? Et puis, regardez, ActiveArea, il contient l'adresse de début de la zone de données. Donc, ActiveArea, il va me donner à chaque fois, c'est un registre qui me donnera à chaque fois l'adresse du début de la zone de données de la procédure, OK? Et il changera. À chaque fois, il va changer. Et ça, c'est du code. Donc, il va être incrémenté en fonction du compilateur que vous écrivez. OK? Alors, l'appel, comment il se fait l'appel? L'appel, là, j'ai donné les grandes lignes. Hein. Mais si vous deviez programmer ça dans le compilateur, en TP par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord comparer, est-ce que l'identificateur est le même? Est-ce que c'est le même? Imaginez que j'écrive mot-clé procédure ID et après je me trompe, je donne un autre nom. Quand je vais dans la TS, je vais essayer de retrouver le nom. Il va me dire non, ce n'est pas un nom de procédure. D'accord? Donc, il faut faire attention. Chercher le nom et vérifier que c'est bien une procédure. Compter le nombre de paramètres. Vérifier que les paramètres ont le même type. Vous ne pouvez pas entrer en paramètre un paramètre qui est de type booléen ou de type tableau et après vous lui associez un paramètre booléen, une variable booléenne. C'est faux. Il va vous dire que c'est une erreur sémantique, c'est une erreur de compile. Hein, de compile. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une association de paramètres
En fait, c'est une erreur de compile si vous faites un bon compilateur. Sinon ça va être une erreur d'exécution. D'accord? Si vous faites un bon compilateur, vous essayez de pallier à tous les problèmes. Vous essayez de faire un compilateur complet. D'accord? Maintenant, bien sûr, vous sauvegardez les adresses, vous mettez à jour, vous avez empilé des paramètres implicites, vous faites la correspondance, adresse de retour, et vous générez un branchement vers la procédure appelée, parce que là, c'est un appel. Tout à l'heure, c'est une déclaration, maintenant, c'est un appel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un retour? Dans le cas d'un retour, on récupère l'adresse, la zone de données de la procédure appelante, bien sûr, et on génère un branchement, un jump vers la procédure qui a appelé la procédure, c'est un retour, la procédure appelante, pas appelée, ok? Et puis, alors qu'est-ce qu'on fait? Une instruction importante. En fait, là, on fait une passation on fait on a sauvegardé des contextes, on fait un retour de contexte. Comment vous appelez ça en système? J'ai oublié. Un retour de contexte. Comment on appelle ça en système? J'ai oublié. C'est retrouver le contexte. Voilà, on retrouve notre contexte. OK? Et puis, une instruction importante, c'est de libérer la zone de données de la procédure. Pourquoi? J'ai dit que quand on fait un appel à une procédure, tant que je suis dans cette procédure, l'espace réservé est toujours visible. D'accord? Il est là. Par contre, revenir, cette procédure, elle a une tête de pile. Cette procédure, elle a une tête de pile. Cette tête de pile, elle va me dire quand est-ce que je vais commencer à décrémenter. Je décrémente tant que je n'ai pas rencontré le tête de pile de la procédure qui a appelé cette procédure. Cette procédure, elle est dans C. Ça veut dire qu'il y a le tête de pile de C. Cette procédure, je vais l'appeler donc tête de pile de A. Tout ce qui se trouve entre A et C appartient à A. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Très bien. Parfait. Et les autres, mis à part Bousselna? Oui, Et les madame. autres? Pardon? Oui, Oui? madame. Très bien. D'accord. Voilà. OK. Donc, voilà le retour, comment il se fait. Donc, ActiveArea, il va être repositionné sur l'adresse du programme qui a appelé la procédure C. OK, on revient, on supprime l'espace, on récupère l'espace et on revient à la procédure appelante. Et puis, on génère un BR retour. D'accord? Tout à l'heure, on va générer un BR vers la procédure C. Maintenant, on génère un BR vers la procédure appelante. Je fais le bloc et je termine. Je fais pas les tableaux. Hein. Ah si, c'est pas long. Hein. C'est pas long. Je laisserai la récursivité pour après. Alors, traitement du bloc. Un bloc, qu'est-ce qui caractérise un bloc? Un bloc est encadré par les mots-clés begin and. À la rencontre du begin, que fait le compilateur? Il empile, je vous ai dit, au mot-clé begin, on a une tête de pile. Cette tête de pile, elle me permettra de localiser l'espace réservé pour les structures dynamiques. Elle va pointer vers les données dynamiques du bloc. Donc, j'empile la tête de pile du bloc. D'accord? Le sommet de pile, c'est tête de pile. Et puis, les variables simples qui appartiennent
qui appartiennent au bloc. Et puis, on empile aussi, dans la zone mémoire dynamique, on empile aussi la réservation de l'espace mémoire. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple. J'ai dit que le B, il est dynamique. Et le B, il est dynamique, il a des paramètres inconnus. Donc, les paramètres peuvent changer pendant l'exécution. Donc, la tête de pile, au début, quand je n'ai pas fait de réservation, elle va pointer vers rien, vers le dernier mot libre de la zone statique ou alors le dynamique s'il y a quelque chose. Mais quand je commence à réserver de l'espace, il va me dire, oui, j'ai réservé de l'espace, je dois incrémenter le tête de pile. Donc, le tête de pile, il va pointer vers le dernier mot, vers le dernier espace libre que vous avez réservé pour le vecteur, pour la structure B. Donc, le tête de pile va changer. Mais quand vous sortez du bloc ou de la procédure, vous allez libérer l'espace que vous avez réservé. En fait, ça sera, que vous avez alloué. En fait, ça sera la différence entre les deux têtes de pile. D'accord? Voilà, ce sont des registres. Hein? Voilà. Maintenant, ça, c'est quand vous rentrez dans un bloc. Quand vous sortez du bloc, donc vous libérez l'espace. Un bloc qui se comporte comme une procédure. Ce n'est pas comme tous les langages, d'accord? C'est un langage spécial. Voilà. Alors, le traitement des tableaux. Alors, les tableaux, bien sûr, ils n'ont pas de tête de pile. Par contre, les tableaux, ils ont un vecteur de renseignement. Ils ont une TS. Qu'est-ce que je mets dans la TS? Je l'ai dit dans le cours. Il y a un nom. Il y a le nombre de dimensions, le nombre, la borne inférieure, la borne supérieure, les types des paramètres, la taille du tableau. La taille du tableau, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas pendant la compilation. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant la compilation, j'ai juste préparé ces paramètres. Je sais que j'ai affaire à un tableau. J'ai affaire à un tableau. Donc, j'ai un nom de tableau, j'ai un nombre de dimensions, j'ai une taille, etc. Mais je ne connais pas les valeurs en compile. En compile, on prépare juste la place mémoire pour ce vecteur de renseignement. Mais à l'intérieur de ce tableau, sera rempli pendant l'exécution. Le vecteur de renseignement dans le cas statique, dynamique, il sera rempli pendant la compilation. Je ne fais rien. Je prépare du code et le code sera exécuté pendant l'exécution de votre programme. Est-ce que vous me suivez? Tout ça, je vais le réexpliquer à travers cet exemple. D'accord? C'est cet exemple. D'accord, madame. Voilà, maintenant il restera la récursivité. Vous allez voir ce que c'est la récursivité. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand vous appelez un programme plusieurs fois, vous empilez la zone de données de ce programme plusieurs fois. Et selon le niveau de la récursivité, vous avez appelé 2 fois le programme. Vous allez empiler 2 fois l'adresse de la zone de données. Donc, dans la pile, elle apparaîtra plusieurs fois la procédure. Ça va? Mais je reviendrai, soit, on verra, je vous laisse vous reposer, et puis on verra à la rentrée comment réexpliquer l'exemple en fonction du cours. D'accord? Ça va? C'est bon? Très bien. Oui, madame. Mais les étudiants qui ne viennent pas, ils ont tort, ok? Ils ont vraiment tort. Voilà. Ok, merci. Alors, au revoir. Reposez-vous bien et essayez d'être à jour dans les modules. Ok? Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir.